Je vous remercie infiniment d'abord pour cette invitation. Je suis extrêmement heureuse d'être là et très honorée de pouvoir parler dans cette institution qui est quand même une institution extrêmement renommée, hein, et très heureuse, voilà, de pouvoir m'inscrire, j'espère m'inscrire pas trop mal dans ce grand paysage du risque, dans cette grande généalogie aussi de l'histoire de la gouvernementalité algorithmique. Alors, relativement à Michel Foucault, il est vrai que j'utilise son terme de gouvernementalité dans un sens un petit peu instrumental pour le coup. Moi-même, je suis un peu instrumentale, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout exégète de Michel Foucault, mais il m'a semblé utile et pratique de lui voler sa table des matières, en quelque sorte. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à la fois aux nouveaux modes de production du savoir, aux nouveaux modes d'exercice du pouvoir liés à ces nouveaux, ou articulés à ces nouveaux modes de production du savoir, et enfin aux nouveaux modes de subjectivation, ou à la manière dont on peut répondre aujourd'hui à la question de comment devient-on sujet, et ce dans une société, on peut dire, numérisée, dans une société dans laquelle on assiste à la mise en nombre ou à la numérisation de tout, et de la vie même. Voilà, donc je lui vole sa table des matières, je lui vole aussi en quelque sorte une certaine posture qui a été décrite tout à fait parfaitement par Peter Burgess, qui est notamment le contournement du prisme institutionnel. Me dire que le pouvoir, aujourd'hui, n'est pas du tout le monopole des institutions étatiques. Les institutions étatiques, même, dit-on, ont perdu énormément de pouvoir. On parle beaucoup plus, d'ailleurs, aujourd'hui de gouvernance, de bonne gouvernance que réellement de gouvernement. Il y a une sorte d'horizontalisation des phénomènes de pouvoir. Donc, je ne vais pas tellement m'intéresser qui est détenteur aujourd'hui du pouvoir. Ce n'est plus une institution. Le pouvoir, en quelque sorte, n'est plus assumé par aucune figure concrète. Le pouvoir est plutôt un phénomène qui, comme le disait Michel Foucault, s'échange et auquel participe aussi chaque individu individuellement. On peut penser cela en termes de servitude volontaire, on peut penser cela aussi en termes de récalcitrance, on peut penser ça sur différents modes, mais en tout cas, il n'y a plus d'un côté un gouvernant qui serait assumé par une figure concrète, Big Brother ou autre, et de l'autre, des individus qui seraient tout à fait démunis et qui subiraient passivement une forme de domination. Donc, je m'intéresserai beaucoup plus au rapport de pouvoir. Donc, contournement du prisme institutionnel, contournement aussi du prisme du sujet lui-même. On va considérer que le sujet n'est pas préexistant à ses rapports avec la gouvernementalité, qu'au contraire, le sujet résulte de tous ces rapports, des frictions qu'il peut avoir avec les formes de pouvoir qui tentent de s'exercer sur lui, ou qui tentent de s'exercer plutôt même à travers lui, malgré lui ou avec son consentement. Donc le sujet ne préexiste pas à la gouvernementalité, le sujet est ce qui émerge ou n'émerge pas, comme nous le verrons, de ces rapports de pouvoir. Et enfin, on contourne aussi le prisme du projet. On va se dire ici que la gouvernementalité algorithmique n'a pas un projet politique particulier, qu'au contraire, c'est un mode de gouvernement qui est tout à fait en creux. Alors, je dévoile déjà un peu mes conclusions, excusez-moi, hein, mais c'est un mode de gouvernement, comme je vais essayer de vous le démontrer, ou en tout cas de vous proposer comme hypothèse pour la discussion. C'est un mode de gouvernement qui n'a pas d'autre projet que de ne pas changer le monde. C'est pour ça que j'avais intitulé ma conférence, entre guillemets, ou cette intervention de séminaire comme ceci, le gouvernement algorithmique ou l'art de ne pas changer le monde. En fait, par la gouvernementalité algorithmique, je vais vous montrer que ce qu'on cherche à faire en fait, c'est à immuniser l'actuel, l'état de fait, de tout type d'accident qui pourrait se produire, de toute potentialité, de toute virtualité en quelque sorte.
Donc ce que vise la gouvernementalité algorithmique, c'est de faire en sorte que ce qui existe actuellement, mais uniquement sur le mode de la potentialité, de ce qui pourrait advenir dans l'avenir, de finalement sur le mode de, comme disait Spinoza, ce dont les corps sont capables, eh bien faire en sorte que cette potentialité soit complètement éradiquée. Donc en quelque sorte, c'est un système immunitaire d'une actualité pure. Bon, je vais essayer de vous déplier un peu tout ça, mais voilà un peu, si vous voulez, l'intention par rapport à cet usage du terme gouvernementalité. Donc, moi, étant juriste, je me permets d'être tout à fait instrumentale par rapport aux philosophes que j'exploite sans vergogne. Donc, je me sers un peu de ce qui peut m'être utile. Voilà, c'est une pratique qui est éminemment questionnable sur le plan philosophique, j'en suis absolument consciente. Mais alors, j'ai essayé, si vous voulez, il faudrait en fait pouvoir parler en 3 dimensions pour évoquer ce genre de sujet, et c'est extrêmement difficile, ou parler avec des hyperliens. Mais j'ai essayé quand même de vous faire un semblant de plan. Je vais vous parler dans un premier temps de cette fameuse mise en nombre de la vie même, et donc du phénomène des big data. C'est un phénomène dont on parle beaucoup aujourd'hui, et ce que je vais en dire, c'est principalement, je vais faire une sorte de critique de l'idéologie technique des big data. On nous présente ça comme étant la dernière étape du développement de la raison, de la rationalité, de la rationalisation, etc. Je vais essayer de faire une sorte de critique de cette idéologie technique. Je parle d'idéologie technique et pas d'idéologie politique, bien entendu, des big data. Ensuite, après vous avoir expliqué donc comment, un peu concrètement, comment concrètement toutes ces données sont recueillies, qu'est-ce qu'il en est fait, comment sont-elles transformées, et en fait que disent-elles du monde réel? Est-ce qu'elles sont le monde? Est-ce qu'elles sont susceptibles de se substituer au monde? Est-ce qu'elles en rendent compte sur le mode de l'adéquation, ou est-ce qu'elles font autre chose? Donc ensuite, je vais vous parler de l'analyse des données. Comment, à partir de données brutes qui sont tout à fait, ou la plupart du temps, insignifiantes en elles-mêmes, on produit de l'utilité. On produit un savoir ou des images de pensée ou des catégories qui sont susceptibles d'être utilisées par une multitude d'acteurs. Je vais vous expliquer notamment en quoi ces traitements de données se distinguent assez fondamentalement des usages classiques de la statistique et donc de la gouvernementalité par les nombres, comme par exemple Alain Desrosières a pu en parler de façon extrêmement intéressante évidemment, mais il y a un pas supplémentaire que j'aimerais pouvoir vous montrer par rapport à la statistique traditionnelle. Ensuite, je vous montrerai comment tout cela peut avoir une action effective sur les comportements. Parce qu'on parle beaucoup du virtuel. Est-ce que le virtuel finalement atterrit quand même dans le monde physique, et comment cela se passe? Et enfin, j'essaierai de tracer quelques pistes de récalcitrance, ou non pas de résistance, mais de récalcitrance, c'est-à-dire des manières d'habiter peut-être autrement notre monde des big data, ou cet univers de données, ou ce qu'on appelle cette data-driven governmentality. Voilà, alors, tout d'abord, les données. Alors, tout le monde sait ce que c'est que des données numériques, mais ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est qu'on assiste aujourd'hui à l'émergence de ce qu'on appelle les données brutes, comme véritablement une sorte de nouvel objet dans le paysage sémiotique. On a l'habitude de considérer que les petits éléments d'information que constituent les données, en général, elles signifient quelque chose. Ce sont des signes qui ont une signification de par le fait qu'elles ressemblent à la chose dont elles sont, pour laquelle elles font signe. On parle des icônes, mais ici, les données brutes ne sont pas du tout des icônes, elles ne ressemblent pas du tout à la chose représentée. Elles ne font pas signe non plus par le fait qu'elles auraient en quelque sorte physiquement la mémoire d'un contact avec la chose représentée. Donc on parle beaucoup de traces numériques, mais la notion de trace ici n'est pas du tout pertinente, puisque une donnée brute n'a plus aucun lien avec
en fait le geste physique. Par exemple, vous tapez sur votre ordinateur, vous écrivez un statut sur Facebook, la donnée brute qui est analysée par des machines au départ de votre geste ne retient plus du tout n'a plus aucune mémoire de votre doigt. Donc il y a une sorte de coupure par rapport au monde physique là. Et enfin, les données brutes ne font pas signe non plus à la manière de symboles. C'est-à-dire que leur signification ne tient aucunement à aucune convention. C'est-à-dire que personne n'a décidé un jour que telle donnée voudrait dire telle chose. Ce n'est pas comme les panneaux de signalisation dans la rue, par exemple, on sait que ce sont des symboles qui font signe par convention. Et donc on a affaire à des quantités massives de données brutes. C'est-à-dire qu'on recueille aujourd'hui, ou se recueille d'elle-même quasiment, presque spontanément, des quantités massives de données numérisées. On pourrait dire même que par défaut, toutes nos actions, interactions laissent font transpirer, si vous voulez, des données qui sont ensuite décontextualisées, qui sont désindexées, qui sont anonymisées, bref, qui font l'objet d'un traitement, c'est un premier traitement, un traitement assez sophistiqué qui consiste à les expurger de tout ce qui pourrait les relier à la singularité d'une vie, en quelque sorte. Donc, de quel type de données est-ce que je parle? Alors, je parle de plusieurs types de données. Là, les données, par exemple, qui sont recueillies sur les réseaux sociaux, qui sont recueillies au départ des requêtes que vous introduisez sur les moteurs de recherche, etc., c'est ce qu'on va appeler les soft data, les données, si vous voulez, qui jouent un peu l'effet de signaux faibles. Ce sont des soft data qui émanent de nos comportements de façon, et qui ne sont absolument pas du tout des transcriptions volontaires, ni même conscientes de la part des individus. La plupart du temps, si vous voulez, ces signaux qui émanent de nos comportements à la manière de phéromones numériques. C'est quasiment comme si nous étions des animaux. Si vous voulez, les animaux ne choisissent pas de laisser des phéromones sur leur passage ou là où ils font leurs besoins, etc. Bien, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, déjà, vous voyez déjà un premier décalage, c'est qu'on va pouvoir, au départ de ces données, créer du sens, alors même que ça ne passe plus du tout par le langage. Ça ne passe plus du tout par aucune transcription volontaire. Donc ça, c'est quelque chose, j'essaye de vous dresser le portrait de la nouveauté de ce phénomène. Alors, plus aucune transcription volontaire, mais outre ces données, ces soft data, qui sont de nature diverse, ce peuvent être des images de vous, ça peut être du texte, on parle beaucoup de complexité des big data, c'est-à dire que ce sont des images, du texte, des sons, des trajectoires que vous faites dans la ville, qui sont géolocalisées, etc. C'est toutes sortes de types de données qui sont du coup extrêmement difficiles à analyser. À ces données, ces soft data se rajoutent toutes les données qui émanent des administrations et qui sont de plus en plus numérisées. C'est un peu les hard data par comparaison aux soft data, c'est-à-dire que là, ce sont des données qui sont beaucoup plus structurées, dont on sait comment elles fonctionnent dans les bases de données, etc. Donc ça, c'est un peu plus ordonné, mais on peut évidemment recouper, c'est-à-dire faire des croisements entre les soft data et les hard data. À ces soft data et hard data, il faut rajouter une autre couche qui sont les métadonnées. On en a beaucoup parlé avec l'affaire Snowden, comme on l'appelle, ou l'affaire Prism, les révélations d'Edward Snowden. Alors, les métadonnées, ce sont des données qui sont produites généralement automatiquement par les machines et qui sont des données à propos des données. Ce seront par exemple l'adresse IP d'un ordinateur qui est mis en contact avec un autre ordinateur via l'envoi d'un message électronique, ça peut être la durée d'une communication téléphonique, enfin toutes ces données qui n'ont rien à voir avec le contenu, qui ne disent rien sur la substance, mais qui permettent quand même de localiser les émissions, les réceptions, les durées de mise en contact. Et donc, c'est en ce sens, si vous voulez, comme on utilise beaucoup les métadonnées dans toute une série d'observations qu'on peut faire aujourd'hui à des fins de surveillance, de marketing, d'orientation, de toutes sortes, en fait, on peut dire que si on devait donner un nouveau visage à la surveillance, entre guillemets, une surveillance sans regard, bien entendu, eh bien, ce serait une surveillance qui se fonde, non plus, qui ne surveille plus les individus, qui ne surveille même plus les objets, mais qui surveille les relations.
Et ça, c'est encore un glissement assez fondamental, c'est que pour la gouvernementalité algorithmique telle que je vais tenter de vous en faire le diagnostic, ce qui compte, ce n'est plus les objets. Les objets eux-mêmes n'ont aucune existence dans le monde numérique, dans les big data. Ni les objets, ni les sujets d'ailleurs, n'existent que des relations. On peut dire que le sujet de la gouvernementalité algorithmique, c'est un grand corps statistique tout à fait impersonnel, évolutif en temps réel, qui s'enrichit en temps réel, qui enfle et sur lequel on peut faire tourner des multitudes d'algorithmes paramétrés différemment suivant les finalités qu'on veut faire jouer à la prédiction algorithmique. Big data, donc, qui sont caractérisés par encore une autre espèce de données, encore comme ça j'en finis avec les données dont sont composées les big data, eh bien c'est tout ce qu'on appelle les données qui vont émerger de l'Internet des objets. L'Internet des objets, aujourd'hui, est en train de se développer. On aura bientôt, nous promettons, on attend de voir, parce qu'il y a beaucoup de promesses dans ce domaine, ces domaines technologiques. Le frigo intelligent, la machine à laver intelligente, le grille-pain plus malin que vous, enfin, tout ce genre de choses, la domotique, les voitures intelligentes qui vont connaître votre trajectoire, bien entendu. Et tous ces objets qui vont finalement nous espionner sous prétexte de nous rendre des services, et qui vont transmettre nos données, probablement en les transférant dans ce qu'on appelle le cloud computing. Alors le cloud computing, ça a l'air complètement dématérialisé et inoffensif, c'est comme les nuages, c'est joli les nuages, mais en fait c'est très centralisé. Ce sont quelques gros centres, des grosses data centers qui sont localisés principalement aux États-Unis et qui vont conserver, qui vont permettre de conserver et de faire des calculs sur toutes ces données. Bon, alors ça c'est un peu trivial, donc cette massification des flux, mais ce sont des flux il y a aussi évidemment cette massification des flux de données qui correspond à une massification des flux aussi de personnes et d'objets dans le monde, liés à la globalisation comme on l'appelle, eh bien fait que, alors qu'on présente les big data comme une augmentation de notre possibilité d'être rationnel, etc., c'est surtout le symptôme d'une notre incapacité à nous, êtres humains, de traiter correctement et de construire de l'information utile au départ de quantités aussi importantes de données, des quantités massives, mais aussi qui s'augmentent, donc des quantités qui augmentent à grande vitesse, des données qui sont extrêmement diverses, qui prétendent quasiment à l'exhaustivité. On dit qu'on va tout, c'est la base statistique si vous voulez, c'est n égale tout, l'infini. Ces données qui se prétendent aussi d'une très grande granularité et qui du coup défont tout ce qui pour l'être humain pourrait avoir une forme résiliente. On parle dans les termes de Derrida, on pourrait dire qu'il y a une grande grammatisation, il y a une discrétisation extrême, une granularité, une très grande relationnalité, c'est-à-dire qu'aucune des données qui sont traitées n'a d'utilité en elle-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la récolte systématique et par défaut de toutes les données numériques ne génère que très peu de récalcitrance chez les individus, parce que pour chacun, la donnée n'a aucune utilité. Ce sont des données extrêmement triviales en elles-mêmes, qui sont très pauvres en information individuellement, mais qui ont une valeur d'option, c'est-à-dire que pour peu qu'elles soient recueillies et qu'elles soient amalgamées avec des quantités suffisantes d'autres données recueillies dans des contextes hétérogènes et en des temps différents, eh bien, chaque donnée peut avoir une valeur extrêmement intéressante, importante. Donc, ce sont aussi des banques de données qui n'ont jamais avant été aussi flexibles en extension. Donc, on ne sait pas, en fait, on croit avoir, si vous voulez, un paquet de données, mais autant t, on a un paquet de données comme ceci, autant t plus une microseconde, on a le paquet de données a doublé. Et donc, pour l'esprit humain, il est impossible d'avoir un rapport avec ce type d'objet. Si vous voulez, c'est comme si c'était le territoire ou le monde physique qui lui-même générait sa propre carte, mais en temps réel, et d'une manière qui est absolument irreprésentable pour les êtres humains.
Et donc, on peut dire en quelque sorte que l'engouement actuel pour les big data et pour les analyses les nouveaux types d'analyses statistiques qui sont rendus possibles par les big data, cet engouement-là, il est lié en gros à une crise radicale de la représentation, à cette impossibilité pour les êtres humains que nous avons encore de représenter de façon suffisamment crédible, fiable, ce qu'est le réel. Alors je parle de crise de la représentation, ce n'est pas une crise, ce n'est pas qu'on trouverait que les représentations que nous faisons du monde ne seraient pas suffisamment ressemblantes. Hein. C'est une crise beaucoup plus radicale qui est que nous ne voulons plus du tout de la représentation. Nous voulons avoir un accès immédiat, direct, au réel comme tel. Et ce que promettent les big data, ce que promet la gouvernementalité algorithmique, c'est effectivement une possibilité de modéliser le social, à même le social lui-même, sans plus en passer par aucune représentation d'aucune sorte, sans plus en passer par aucune institution, sans plus en passer par le droit, sans plus en passer par aucune convention, par aucun témoignage, par aucun aveu, par absolument rien. Donc c'est l'idée d'un accès immédiat au réel lui-même, accès émancipé du langage lui-même. C'est comme si le monde lui-même se mettait à parler immédiatement dans un langage sans langage, un langage fait de 1 et de 0, le degré absolument 0 de l'écriture en quelque sorte. Hein. Vous m'interrompez si vous voulez. Hein. C'est juste pour poser une question. Oui. Parce que les mathématiques, c'est un langage. Oui. En soi, donc il y a toujours une médiatisation et il y a même une déformation du réel, enfin une reconstruction du réel à travers le langage mathématique. Oui, tout à fait. Disons que c'est un langage ici qui n'est pas accessible, qui n'est pas le langage dont je parle ici. Oui, c'est un autre langage, c'est du code. D'ailleurs, il y a du code informatique. Mais si vous voulez, les données agissent comme des signaux qui sont sans signification. Ce ne sont pas des signes, ce sont des signaux qui sont quantifiables bien ou grâce au fait, en fait, qu'ils sont sans signification. Et c'est en ce sens-là que je parle de l'émancipation par rapport au langage. Mais bien sûr, le code informatique qui va permettre de fabriquer des algorithmes qui vont, eux, surfer, c'est-à-dire repérer des corrélations statistiquement signifiantes au sein de ces masses de données, eux, dépendent du langage informatique. Mais il y a une couche, la couche de base, qui est, si vous voulez, la couche des données elles-mêmes, antécédente même à tout traitement de données. C'est une abstraction. C'est une abstraction par rapport au langage humain, c'est-à-dire qu'on s'empêche de qualifier les choses à travers nos catégories, à travers notre langage. On préfère enregistrer passivement les signaux du monde. Et les algorithmes, en fait, agissent un peu comme des sismographes. Ce sont plutôt des sismographes que ce n'est pas une couche d'interprétation, c'est plutôt une couche de repérage statistique qui permet d'inférer des modélisations relatives au comportement humain, par exemple, mais qui peuvent être relatives à d'autres choses, comme le comportement des planètes. Mais moi, ce dont je parle ici, bien entendu, c'est la modélisation des comportements humains, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Est-ce que je réponds ? J'ai répondu à votre question. Donc, les promesses de tout cela et les raisons pour lesquelles il y a un engouement énorme, c'est que ça promet la possibilité de mesurer de façon objective et en temps réel le social. Ça peut être par exemple la vie urbaine et ses infrastructures. Hein, on parle de smart cities aujourd'hui, mais ça peut être aussi la détection de risques de radicalisation sur base de l'analyse automatique des flux de données sur les réseaux sociaux. Ça peut être l'analyse automatique des prédispositions d'achat sur les sites de vente en ligne. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça promet aussi un mode de gouvernement, ou plutôt de gestion du monde et de la vie qui soit fondé enfin. Là, je vous fais la publicité. C'est le discours publicitaire de la chose avant de pouvoir déconstruire tout ça. Hein. Donc, ce que ça nous promet, c'est un gouvernement de la vie qui soit fondé sur l'évidence rationnelle, hein, evidence-based, on dit, hein, sur les données, plutôt que sur les connaissances imparfaites, toujours produites, situées, sélectives, biaisées, idéologiquement contaminées, dont sont en général, c'est comme ça qu'on conçoit un peu l'observation humaine.
Donc l'idée, c'est de substituer à la subjectivité et à la sélectivité du point de vue humain une sorte d'objectivité machinique et de vision totale. Donc on supprime même l'idée du point de vue. L'idée même d'un point de vue n'a plus de sens puisque les big data, les ordinateurs peuvent voir l'ensemble du corpus des données, idéalement, d'un seul coup, si vous voulez. Il y a une vision absolument déhistoricisée aussi. On fait complètement l'impasse sur l'histoire. On fait totalement l'impasse aussi sur la causalité, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Ce que ça nous promet, évidemment, c'est des gains d'efficacité, de soutenabilité, de compétitivité, de productivité, des gains d'ouverture, de transparence et la possibilité aussi de maîtriser l'avenir de façon tout à fait inédite. Ce dont il s'agit d'ailleurs, et ce n'est rien d'absolument neuf à cet égard, puisque gouverner, c'est prévoir, donc il n'y a rien d'absolument neuf là-dedans, mais il y a néanmoins un glissement, me semble-t-il, c'est que l'analyse des big data, c'est une stratégie non pas de gouvernement de l'incertitude, mais de neutralisation de l'incertitude. Bon, ça, j'y reviendrai un peu plus en détail, mais juste un mot. C'est que la cible du gouvernement, même la cible de la biopolitique chez Foucault, par exemple, c'était en quelque sorte toujours des mots relativement avérés. La peste, la lèpre, la maladie mentale, l'étranger. C'était ça les cibles de la biopolitique. Aujourd'hui, dans la gouvernementalité algorithmique, ce qui prend la place de tout cela comme cible, eh bien, c'est l'incertitude comme telle. C'est-à-dire que la cible s'est très très fortement élargie, puisque l'incertitude, c'est précisément ce qui caractérise la vie même. Si on reprend ce qu'explique Georges Canguilhem quant à la normativité de la vie même, il dit finalement la vie a une normativité propre qui vient du fait qu'elle est toujours non terminée, qu'elle est infinie, qu'elle n'est jamais achevée, du fait qu'elle est toujours travaillée par le risque de la maladie et par la certitude de la mort. Alors on pourrait croire que la gouvernementalité algorithmique s'accorde parfaitement à cette normativité de la vie même, puisqu'elle ne présuppose plus aucune catégorie de pensée préétablie à la récolte des données, puisque finalement les catégories et les hypothèses qu'on peut faire à propos du réel, elles ne président plus à la récolte des données, mais en émergent. Le but, c'est de faire émerger les catégories, les hypothèses du traitement des données elles-mêmes. Donc on pourrait croire que ce mode de gouvernement au départ des données, un mode de gouvernement très très immanent, est finalement l'équivalent de la normativité de la vie même. Sauf que l'objectif de la gouvernementalité algorithmique étant précisément d'immuniser l'actuel ou l'actualité contre toute altération, contre toute incertitude, contre précisément la spontanéité de la vie, la spontanéité qui fait que la vie est vivante. Et puisqu'aussi la gouvernementalité algorithmique défait toutes les formes, ne connaît plus aucune forme, si vous voulez, elle ne pourra jamais rendre compte de toutes les formes de vie ou de la vie en tant que forme, ni de la vie en tant que ce qu'elle peut altérer les formes qui la constituent. Et donc le projet de la gouvernementalité algorithmique, en poussant un peu, c'est véritablement l'immobilité absolue, c'est la mort. Alors quand on nous dit que les algorithmes vont changer le monde, c'est exactement l'inverse. Les algorithmes, ils permettent de ne pas changer le monde. Et c'est tout un art de faire en sorte que le monde ne s'altère pas. Parce que la tendance de tout ce qui vit, de tout ce qui a une consistance organique à tout le moins, est précisément l'altération. Je reviens un petit peu en arrière.
Et vous m'interrompez s'il y a des... Parce que je suis obligée de faire des sauts et puis de revenir toujours. Excusez-moi, c'est un mode un petit peu chaotique d'avancer et de recul. Quand je vous ai dit que cette gouvernementalité algorithmique fait émerger les catégories à travers lesquelles nous percevons le monde, des données elles-mêmes, plutôt que de recueillir les données à la manière de la statistique traditionnelle, en ayant fait d'abord des hypothèses sur le réel, et puis on recueille les données pour confirmer ou infirmer les hypothèses qu'on a faites sur le réel. C'est à ça que servent notamment les statistiques. Eh bien, ce qu'on peut dire ici, c'est que les nouveaux traitements statistiques que permettent les big data ou les nouvelles pratiques statistiques, je ne sais même pas si on peut encore parler de statistiques, je vais vous dire pourquoi, ce ne sont même plus vraiment des statistiques, elles s'opposent radicalement à l'origine conventionnelle des catégories statistiques. Alors, je vais vous expliquer ça le plus rapidement possible et vous m'interrompez si c'est trop abstrait. En quoi ça se distingue de la statistique classique, qui elle aussi était une manière de gouverner, gouverner par les nombres, etc. La statistique produit des effets de gouvernement. Mais ici, première différence, c'est déjà de la finalité. La finalité des big data, ce ne sera jamais d'objectiver certaines hypothèses, d'infirmer ou de confirmer des hypothèses qu'on aurait faites sur le réel. C'est pas du tout ça, puisque précisément c'est plutôt de faire surgir les hypothèses sur le réel, à propos du réel, des données elles-mêmes. Si on prend un autre usage de la statistique classique, qui était la quantification, qui servait à rendre commensurables, par exemple, des choses qui sinon ne le seraient pas, comme par exemple pouvoir comparer les parcours académiques d'un chimiste et d'un agrégé en littérature ou quelque chose comme ça. Il faut bien, si on veut évaluer des prestations tout à fait hétérogènes, il faut bien pouvoir s'entendre sur un langage commun, et le langage commun, c'est les chiffres. Et donc, on fait des conventions d'équivalence. Donc on discute, il y a un moment où on discute, on fait des conventions d'équivalence qui permettent de transcrire sous forme chiffrée ce qui précédemment n'existait que sous forme de langage. Et comme ça, on parle tous le même langage, et ça permet alors de faire des hiérarchies, de faire du ranking, comme on dit, etc. Ici, il n'est plus du tout question de créer des occasions de faire du ranking, de discuter ensemble, etc. Au contraire, l'objectif, c'est de nous dispenser d'avoir à faire des conventions, de quantification notamment, et de ne plus avoir à évaluer par nous-mêmes. On fait évaluer par les machines. On fait évaluer par les machines les mérites, les besoins, la désirabilité, etc. Donc c'est vraiment quasiment l'opposé des objectifs de la statistique traditionnelle. Plus intéressant, la statistique traditionnelle était toujours très sélective. On avait pour habitude, et on a pour habitude quand on fait de la statistique un peu sérieusement, d'éviter de prendre en compte tous les éléments ou les points trop éloignés de la moyenne. Parce qu'ils sont perturbateurs, c'est ce qu'on appelle le bruit. Donc on évitait le bruit. Ici, on prend tout en compte. C'est l'exhaustivité, la prétention à l'exhaustivité des big data fait qu'on peut prendre tout en compte. On peut prendre tout en compte, d'autant plus que les machines ne se fatiguent pas de calculer, contrairement aux êtres humains. Donc on peut prendre la totalité. Et c'est précisément en prenant tout en compte qu'on peut faire résonner, on prend en compte le bruit, c'est grâce au bruit qu'on fait résonner des patterns, comme on dit en anglais, ou des profils ou des modèles qui vont pouvoir être prédictifs. Alors cette non-sélectivité a un effet extrêmement ambivalent sur les possibilités de critique qui peuvent être faites des productions algorithmiques. Puisque la sélectivité dans la statistique traditionnelle était précisément ce qui permettait, lorsque les objets statistiques servaient de référence au débat politique, à la fois donc ça servait de référence, mais en même temps on pouvait toujours dire oui, mais vous n'avez pas pris en compte assez de données, donc ce n'est pas représentatif, ou bien vous avez pris trop de données qui ne sont pas pertinentes, etc. Donc il y avait une discussion possible. Et même lorsque les objets statistiques servaient de référence au débat public, on pouvait toujours les remettre en cause.
Tandis qu'ici, cette prétention à l'exhaustivité et à la non-sélectivité dans la prise en compte des données fait qu'il est absolument impossible de critiquer les productions algorithmiques sur base d'une trop grande sélectivité ou au contraire du fait qu'elles n'auraient pas tout pris en compte. C'est en quelque sorte ce qui garantit par défaut une sorte de robustesse, mais une robustesse qui ne tient pas du tout au fait que la production algorithmique a passé avec succès différentes épreuves, remises en question, etc., réplication. C'est une robustesse qui tient au contraire à une absolue fluidité, qui fait que les modélisations algorithmiques, elles suivent le réel tel qu'il se développe. Alors, juste un mot, bon, je dois aller très très vite, c'est très elliptique et je vous prie de m'en excuser, mais vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Ce qui se développe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Alors le machine learning, c'est l'auto-apprentissage par les machines. Alors, ce sont des machines, des algorithmes qui vont traiter des données non structurées et qui vont, par essai et erreur, raffiner leur propre paramétrage de manière à se perfectionner. Ça veut dire qu'en fait, pour un algorithme, il n'y a jamais d'erreur. La notion même d'erreur qui pourrait permettre l'entrée d'une forme de critique est tout à fait absente de ce monde des big data. Ou alors, on est plus proche du monde des Shadocks, disons que plus ça rate, plus ça réussit. Chaque fois, si vous voulez, que le monde s'écarte de la prédiction algorithmique, eh bien, c'est une occasion pour l'algorithme de s'affiner. L'erreur, ou l'erreur entre guillemets, est enregistrée dans la base statistique et ça permet de s'affiner. De la même manière, ce monde algorithmique ne connaît pas du tout la notion même d'événement. Tout ce qui pour nous pourrait faire événement, c'est-à-dire interruption du flux, moment de sidération, pendant lequel certaines bifurcations peuvent être prises qui vont radicalement changer l'état de fait. Cette notion d'événement, quand quelque chose comme ça surgit, eh bien, il est immédiatement fragmenté en une multitude de données discrétisées qui elles-mêmes peuvent être chaque fois reliées à d'autres données qui ont été récoltées antérieurement dans d'autres contextes, etc., de manière finalement à faire éclater, à liquéfier tout ce qui pourrait interrompre la liquidité. C'est vraiment une sorte de flux absolu. C'est en cela qu'on pourrait dire aussi que cette nouvelle forme que j'essaye de vous faire sentir est éminemment complice du néolibéralisme ou d'un état très avancé du capitalisme. On pourrait même dire que les données brutes sont en quelque sorte la texture même du capitalisme. Si on rapporte ça à la définition du capitalisme que donnait Deleuze-Guattari comme libération des flux dans des champs déterritorialisés, on est véritablement en plein dedans. Bon, tout ça pour dire qu'on s'éloigne fortement de la statistique traditionnelle et de ses origines conventionnelles. C'est tout à fait logique dans la mesure où les statistiques traditionnelles avaient encore la prétention non pas d'être adéquates au réel, mais de le représenter. Et précisément, cette inadéquation entre la représentation statistique et le monde ne devrait jamais être interprétée comme une faiblesse de la statistique, mais au contraire, comme ce qui permet la réflexion statistique, ce qui permet la pensée statistique, c'est précisément son inadéquation par rapport au réel, et qui permet de discuter constamment des objets statistiques, des catégorisations. Ici, la gouvernementalité algorithmique, on pourrait en dire de façon, c'est un peu provocateur, hein, mais c'est une gouvernementalité sans pensée. Tout événement de pensée est tout à fait impossible. Il est impossible de par cette prétention à l'adéquation, dont on ne peut pas, cette sorte d'immanence radicale. C'est très paradoxal parce qu'en même temps, l'immanence radicale, la sortie de la représentation, de la recognition, etc., c'est précisément ce que voulaient les penseurs critiques des années 60, 70, ce après quoi on a couru.
Mais voilà, on dirait que le monde des big data et de la gouvernementalité algorithmique réalise cette utopie d'une immanence totale et nous laisse, nous qui voulons être critiques, un peu démunis. Alors, mais que voient les algorithmes? Que voient-ils? On pourrait dire qu'ils ne voient rien. Pourtant, on parle de visualisation algorithmique. Alors je dis, on pourrait dire qu'ils ne voient rien parce que leur premier effet, et c'est une de leurs valeurs, si on veut, c'est un de leurs arguments publicitaires, c'est qu'ils défont nos images. Ils défont nos images de pensée, ils défont nos préjugés, en mettant en lien des points de données qui a priori sont sans rapport, ils nous font voir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement, des coïncidences qu'on n'aurait pas repérées. Et ça, c'est un aspect très intéressant, évidemment. Ça peut nous permettre, effectivement, d'avoir un autre accès à la complexité des phénomènes. Ils défont nos images, ils ont l'air plus objectifs que le regard humain, ils n'ont pas de préjugés, puisque ça n'en passe plus du tout par l'épistème visuel. Si vous voulez, les catégorisations algorithmiques de risque de non-repaiement d'une dette ou le profil du mari idéal ou je ne sais quoi, tous ces profilages qu'on peut faire aujourd'hui grâce aux algorithmes ne se superposent aucunement à des catégories qui puissent être socialement éprouvées, comme les catégories de genre, d'origine ethnique, d'appartenance ou de croyances religieuses, de convictions politiques. Donc ça paraît vraiment émancipé de tout contenu idéologique et c'est pour ça que ça paraît très objectif. Ça paraît tout à fait aveugle aussi à tous les préjugés qu'on peut avoir, à toutes les images de pensée. Mais que voient les algorithmes? Eh bien, ils ne voient rien. Mais il nous donne à voir ce qui n'est pas encore disponible ou présent à la vue. Il crée de nouveaux objets, de nouveaux espaces pour l'action et pour la spéculation. Comment ça? Eh bien parce que l'intérêt évidemment de faire des analyses de type big data, c'est de générer des modèles qui soient prédictifs. Alors, qu'est-ce qu'un modèle prédictif? C'est une rupture assez radicale par rapport aux ambitions de la rationalité moderne, d'abord, puisque la rationalité moderne consistait à essayer parfois de prévoir les phénomènes en expliquant d'abord leurs causes. On liait les phénomènes à leurs causes, et une fois qu'on avait identifié la cause, chaque fois qu'on repérait ailleurs une cause qui se manifestait de la même manière, on pouvait se dire qu'on pouvait prévoir en agissant sur la cause, prévenir les phénomènes en agissant sur leur cause. Ici, dans la gouvernementalité que j'essaye de dépeindre, eh bien, on s'empêche radicalement de prévenir quoi que ce soit, puisqu'on ignore radicalement les causes. Donc on passe de la rationalité moderne vers une rationalité qu'on pourrait dire post-moderne, purement inductive, qui vise simplement à repérer des corrélations statistiques dans des grands entrepôts de données, corrélations statistiques qui vont être, plus les données sont massives, plus il y a de quantité de données, même avec des algorithmes relativement simples, on peut avoir des prédictions, des prévisions relativement subtiles et précises. Donc le but, c'est d'anticiper ce qui peut survenir, peu importe pourquoi ça survient. Et donc c'est une drôle de forme de rationalisation quand même. Oui ? Est-ce qu'il n'y a pas ici un paradoxe, puisque la gouvernementalité telle que la définissait Foucault était marquée par de l'invisible. Or ici, vous dites était marquée par de l'invisible. Oui. Or ici, vous dites que les modèles algorithmiques ont pour fonction de rendre visibles des choses qui étaient invisibles. Donc est-ce qu'on n'a pas ici, je sais pas, un quatrième type de gouvernementalité, ou est-ce qu'on reste quand même Oui, alors visible est un mauvais mot. J'aurais pas dû dire visible. Qui a dit invisible. Oui, c'est-à-dire que la gouvernementalité chez Foucault, pour moi, était insensible, disons. On ne peut pas la sentir. Et ici, on n'est plus vraiment, on est au-delà de l'épistème visuel. Quand je dis que ça donne à voir ce qui n'est pas encore disponible à la vue, ça donne plutôt, disons, à percevoir sans réellement voir. Il n'y a pas d'image, ça ne crée pas d'image qu'on puisse voir. C'est juste que ça ouvre un espace sur lequel on puisse agir. Et cet espace, ce n'est pas un espace qui
qui est actuel, c'est un espace qui est actuel en tant que potentialité. Vous savez, l'actualité tremble toujours d'un devenir autre qui est déjà là. Le devenir autre, il est potentiellement déjà là, mais il n'est pas actualisé. C'est en ça que c'est une puissance, si vous voulez. La cible de la gouvernementalité algorithmique, ce sont nos puissances. C'est ça, c'est précisément faire en sorte que nous ne puissions pas actualiser nos puissances, puisque la gouvernementalité algorithmique les actualise pour nous. Et ça, j'avais l'intention de vous en parler en conclusion, mais ce en quoi ça nous affecte, nous, c'est que ça nous prive de notre capacité à ne pas faire tout ce dont nous sommes capables. Ça nous prive donc de notre puissance. Ça nous prive de notre capacité à ne pas faire tout ce dont les algorithmes disent que nous sommes capables. Disent dans leur absence de langage, hein, ce dont nous sommes capables. C'est très difficile de parler avec le langage de ces phénomènes, évidemment. Hein. Et même les images ne sont pas adéquates, puisque par définition, ça supprime, ça éclate toutes nos images. Et pour continuer à répondre à votre question, effectivement, la gouvernementalité ne donne rien à voir par la vue, bien entendu. Et cette gouvernementalité-ci, en plus, elle dit qu'il n'y a même plus rien à représenter, puisque tout est toujours déjà présent. Tout le passé, tout l'effectué du passé, puisque tout a été soi-disant enregistré sous forme numérique, bon, c'est quand même un passé relativement récent, hein, parce qu'autant dire qu'il y a beaucoup d'archives qui sont perdues, et même dans le numérique, on sait qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont perdues en raison du changement de format, etc., que de choses qui sont conservées. Ça, c'est pour ça que je parle d'idéologie des big data plutôt que réellement du phénomène lui-même. Donc il n'y a plus rien à représenter, tout est toujours déjà présent, non seulement le passé, mais aussi l'avenir. Par actualisation par avance de ce qui n'existe que sur le mode de la potentialité. Bon, pour vous faire comprendre juste un exemple, dans les applications sécuritaires ou de prévention du terrorisme, on va considérer par avance qu'un individu qui est relié à un profil de terroriste potentiel par toute une série de métadonnées. Par exemple, je ne sais pas, un groupe terroriste lui a envoyé des messages non sollicités dans sa boîte mail, mais en plus il a fait un voyage en Syrie, un voyage d'affaires peut-être, un voyage qui était non lié au contexte de guerre, par exemple, etc. Ça suffit à désigner une personne comme cible pour une attaque de drone, par exemple, hein. C'est ce que Grégoire Chamaillou, dans son livre Théorie du drone, qui est un très bon livre, explique, c'est les frappes de signature. Donc là, ça peut avoir des conséquences physiques assez dommageables, puisqu'il s'agit rien de moins que de mourir. Hein, c'est quand même assez tragique. Mais par exemple, dans le contexte de l'assurance vie, on peut imaginer tout à fait la même chose. Si des assureurs sur la vie vont regarder par exemple, vont regarder ce qui se passe sur des forums de discussion qui concernent la violence conjugale et qui repèrent que certaines personnes sont sur ces forums, eh bien, ils risquent fort de considérer ces personnes comme déjà mortes et ne pas les assurer, simplement parce qu'elles vont consulter un forum. Vous voyez, cette sorte d'anticipation, on fait comme si ce qui existe sur le mode de la potentialité, parce qu'il est bien possible effectivement qu'une personne qui va regarder un forum sur la violence conjugale risque de mourir prématurément, c'est possible, ça existe actuellement sur le mode de la potentialité, mais la gouvernementalité algorithmique va considérer que c'est déjà fait. Et ça permet d'agir par avance, c'est en ça que ça ouvre un espace d'action, ça permet d'agir par avance sur cette potentialité. C'est ce qu'on appelle la préemption. C'est Brian Massoumi qui expliquait que ce à quoi on assiste, c'est un déplacement en fait, de la cible du pouvoir, de l'axe topologique, donc du présent, du territoire, des corps, vers l'axe chronologique. Il s'agit d'agir sur le futur, sur le caractère indéterminé du futur. On n'agit pas sur le futur lui-même, mais sur son indétermination. La cible, c'est l'indétermination. Donc, relativement à l'image aussi, finalement, on a l'impression d'avoir
affaire à un univers qui correspond assez bien à ce que Blanchot décrivait comme un univers où l'image cesse d'être seconde par rapport au modèle, où enfin il n'y a plus d'original, mais une éternelle scintillation où se disperse dans l'éclat du détour et du retour l'absence d'origine. Donc c'est ça l'immanence, c'est vraiment... Alors, donc analyse des données qui est très différente des statistiques. Action sur les comportements maintenant. Alors comment est-ce que ça, qui a l'air très théorique, peut agir sur nos comportements? Bon, je vous ai déjà donné deux exemples, hein, la frappe de drone ou l'interdiction de souscription à une assurance vie. Mais il y a différents domaines, par exemple le domaine du marketing, par exemple, hein, ou le domaine de la vente en ligne. Ces dispositifs sont extrêmement intéressants dès lors qu'ils permettent d'hypersegmenter la clientèle. Bon, je vous donne un exemple assez plus parlant que la théorie. Imaginez que vous vouliez après-demain prendre un avion pour Florence ou pour Pise. Vous regardez sur un site d'une compagnie low cost, hein, je ne citerai pas laquelle, qui vous indique un prix. Vous regardez ensuite sur le site d'une autre compagnie qui vous indique un autre prix un peu plus cher. Vous retournez sur le site de la première compagnie, il y a fort à parier que le prix aura augmenté d'au moins 50 €. Pourquoi ? Parce que lorsque des individus... Enfin, il y a un profil de consommateur captif, hein, pour les voyages en avion, hein, qui est déterminé par des big data, hein, par l'analyse de type data mining, qui permet de dire qu'un individu qui cherche seulement 2 jours à l'avance un billet d'avion, déjà, c'est qu'il doit absolument se rendre à cette date-là, qu'il ne peut pas postposer, parce que sinon, il aurait pris son billet à l'avance, etc. Donc, il a une urgence. Il est déjà relativement forcé d'y aller. Et puis, donc, on sait qu'il est captif, qu'il va prendre de toute façon son billet. Il a été, vos mouvements sur Internet sont traqués. Donc, la première compagnie sait que vous avez été voir sur le site du concurrent. Donc, il sait que vous êtes vraiment pressé, que vous voulez le meilleur prix. Il va essayer de générer chez vous du passage à l'acte d'achat sur le mode du réflexe. Que va-t-il faire? Il va faire augmenter le prix, pas trop, de façon trop importante, mais suffisamment pour vous faire croire que si vous attendez encore, ça va être encore plus cher. Alors, vous avez vu que le prix a un peu augmenté, mais quand même reste un peu moins cher que sur le site de la deuxième compagnie. Vous achetez tout de suite. Vous voyez? Et c'est ça, l'éthique marketing vanté par IBM, de mettre le consommateur au centre. Ne vous inquiétez pas, c'est vous qui êtes prioritaire. On vous observe de tous les côtés, mais c'est pour mieux adapter nos services, pour mieux adapter notre offre à vos besoins. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de... comment dire d'exploitation un peu de la crédulité des gens. Hein. C'est ce que Ryan Calo appelle dans un article assez intéressant les digital market manipulations. Donc on peut vous manipuler de façon tout à fait aisée sans en passer par vos capacités d'entendement et de volonté. Hein. Le but, c'est d'éviter le sujet, en passer vraiment par ses pulsions. Par exemple, on peut aujourd'hui vous observer tout au long de la journée quand vous êtes sur votre ordinateur, on observe votre trajectoire de surf, etc. Et on sait très bien que, par exemple, la résistance à la tentation est quelque chose qui s'use plus on s'en sert. Donc, pour quelqu'un dont on aurait repéré qu'il adore le chocolat, hein, eh bien, le marketeur saura exactement à quelle heure il est le plus susceptible de commander 3 boîtes de chocolat sur Amazon, par exemple. À quel moment? Parce qu'il a déjà travaillé, il a déjà fait ceci, il a déjà fait cela, et son attention est au minimum à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est une gouvernementalité, en fait, qui ne repose plus du tout, qui ne présuppose même plus des capacités d'entendement et de volonté, mais qui, au contraire, exploite les faiblesses de la volonté, la plupart du temps, pour en tirer profit. Donc ça, c'est quelque chose qui est très différent, par exemple, du gouvernement par la loi. Moi, je suis juriste, hein, donc je prêche un peu pour ma chapelle, évidemment. Hein. Je me suis fortement éloignée du droit parce que je trouvais ça épouvantable, mais plus je regarde les algorithmes, plus j'aime le droit. Parce que finalement, comment fonctionne le droit? Le droit, d'abord,
il fonctionne par la menace de la sanction. Mais par rapport à une menace d'une sanction, vous pouvez toujours évaluer le bénéfice que vous pourriez tirer d'une désobéissance par rapport au risque que vous ayez d'être sanctionné. Donc, le droit fonctionne pour créer de l'obéissance en présupposant vos capacités d'entendement et de volonté. Et le droit ménage aussi des capacités de désobéissance. Ce n'est pas parce que le vol est interdit qu'il ne se produit plus de vol. Ce n'est pas parce qu'il est interdit de voyager sans ticket dans des transports en commun que ça ne se produit pas. Et cette capacité de désobéissance, cette possibilité de désobéissance est même absolument essentielle au métabolisme normatif du droit. Pourquoi ? Parce que ce n'est que parce que les gens y désobéissent que de temps en temps, ils se font prendre, qu'ils vont de temps en temps s'expliquer devant les tribunaux et expliquer les raisons qui les font agir, les raisons pour lesquelles ils trouvent par exemple que la norme est injuste ou suboptimale ou irrationnelle, etc. Et ce n'est que parce qu'il y a des jugements, de la jurisprudence, qu'éventuellement le droit peut évoluer. Parce que le Parlement peut alors se ressaisir de la question et faire évoluer le droit. Vous voyez, donc c'est un métabolisme normatif tout à fait différent. Et donc on peut dire que ici, dans un système de gouvernementalité algorithmique qui anticipe les comportements au point de pouvoir agir par avance, non pas sur les corps directement, mais sur les environnements, de manière à ce que certaines choses se produisent à coup sûr ou que certaines choses ne se produisent pas du tout, eh bien on évite tout à fait toute forme de désobéissance, sans que pour autant ce soit perceptible pour les individus. Donc on parle beaucoup aujourd'hui d'économie comportementale, de nudging, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette nouvelle tendance. C'est une nouvelle manière de gouverner les comportements en adaptant les environnements de façon à induire des comportements en contournant le prisme de la rationalité. Donc il ne faut plus réfléchir, on se laisse vraiment porter. Et voilà, c'est quelque chose d'assez enthousiasmant. Ce paternalisme libertarien, c'est quelque chose d'assez particulier aussi. Donc voilà, ça agit sur les comportements. Alors, sur le mode de l'alerte qui provoque du réflexe, c'est le but. Mais alors, on pourrait dire que les réflexes sont uniquement chez les utilisateurs ou chez les sujets, chez les citoyens, mais pas du tout. Ça provoque du réflexe aussi, ça gouverne aussi les gouvernants officiels, ceux qui ont à contrôler, ceux qui ont à surveiller. Imaginez par exemple un système d'aide à la décision qui soit fondé sur des analyses de type big data et qui fasse de la modélisation par exemple du comportement récidiviste. Et ce système d'aide à la décision qui soit mis au service des fonctionnaires qui ont à décider de la libérabilité conditionnelle de certains détenus. Par exemple, des personnes qui se sont rendues coupables de crimes d'ordre sexuel, etc. On veut être sûr, avant de les libérer conditionnellement, qu'ils ne vont pas récidiver. C'est une décision extrêmement lourde à prendre. Donc, dès lors qu'existe un dispositif de recommandation automatisée, il est extrêmement tentant de répercuter l'avis de l'automate sur le mode du réflexe. Pourquoi ? Même si ce n'est que de la recommandation, dès lors qu'on s'écarte de la recommandation automatisée, on prend personnellement la responsabilité d'un éventuel échec. Et donc, on sait très bien maintenant que les systèmes de recommandation sont des systèmes de substitution, de substitution automatique à la décision humaine. Donc, vous voyez, tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on perd, c'est un bilan qui reste encore un peu à faire. Mais un autre aspect aussi sur lequel je voudrais insister, c'est cet aspect de cécité des algorithmes à l'égard à la fois de ce qui fait la singularité d'une vie, puisqu'on n'interroge plus les personnes par rapport à leurs intentions, leurs goûts, etc. On peut se dire même qu'on est dans une société dans laquelle nos désirs nous précèdent, à la limite. On n'a plus à les formuler, à les réviser, à les formaliser, à les énoncer pour autrui, puisqu'on se voit gavé par avance de tout ce dont on pourrait avoir besoin. C'est ça l'idéal de la gouvernementalité algorithmique.
Mais la cécité des algorithmes à l'égard à la fois de tout ce qui fait la singularité d'une vie et non pas la singularité d'un agrégat temporaire de données à frais individuels traités en masse à l'échelle industrielle, c'est une cécité qui est aussi à l'égard de tout ce qui inscrit les vies individuelles dans des contextes collectifs. La seule chose qui compte, c'est ce qui relie statistiquement chaque vie à des profils impersonnels mais prédictifs. Et c'est précisément ce glissement, si vous voulez, on ne fait plus du tout attention ni aux individus singuliers, ni à leur attachement à des groupes dans lesquels ils puissent se reconnaître. On fait attention uniquement à ce qui le relie individuellement, mais statistiquement, à des profils impersonnels mais prédictifs. C'est ce qui confère au processus algorithmique leur aura d'impartialité et les rend du même coup aussi injustifiables. Alors, injustifiables pourquoi ? Parce que fondés sur des opérations algorithmiques extrêmement opaques, même les concepteurs des algorithmes ne savent pas comment en parler. Ils ont besoin de métaphores animalières, bien souvent la métaphore de la fourmilière, etc., pour expliquer pourquoi, quand on donne à manger un algorithme un certain type de données, il recrache un certain type de réponse. Ça marche sur les grands nombres, mais on ne sait pas pourquoi. Donc c'est très opaque. Mais aussi parce que ces processus algorithmiques, en court-circuitant l'énonciation par les individus eux-mêmes de leurs intentions, de leur volonté, de ce qui les fait agir, etc., ça les dispense de rendre compte. Donc ça dispense la personne qui décide de garder une personne en détention en suivant une recommandation, ça dispense de justifier sa décision à l'égard, eu égard à la situation singulière de l'individu. Donc ça dispense de rendre compte. Donc c'est injustifiable. Donc c'est assez particulier. Ce qui permet de donner une aura d'objectivité, c'est ce qui à la fois rend l'algorithme complètement aveugle par rapport à la singularité des individus, aveugle par rapport à leur inscription dans des contextes collectifs. Et c'est ce qui rend la chose injustifiable. Donc, on est dans... Il y a une multitude de paradoxes là, hein, qu'il faut démêler. Oui ? Mais vous parliez de la notion de désir, mais est-ce qu'on ne peut pas justement poser la question de la pertinence de la notion de désir dans un monde structuré par les algorithmes, dans la mesure où le désir, c'est à la fois consubstantiel du manque, enfin de l'expression d'un manque, et il n'y a plus de manque étant donné que tout est prévu, mais aussi, et là je pense à ce que Deleuze en dit dans l'abécédaire, c'est extrêmement lié à la contingence. Et la contingence, c'est précisément ce que les algorithmes cherchent à éliminer de la vie. Est-ce qu'on peut encore parler de l'être humain comme un être de désir dans une société qui anticipe systématiquement et crée ses propres désirs ? Non, je crois effectivement que... disons, quand je dis « nos désirs nous précèdent », je suis dans le langage un peu publicitaire des vendeurs d'algorithmes, en quelque sorte. Oui, nous allons répondre à tous vos désirs. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de nous dire quels sont vos désirs. Nous y répondrons avant que vous demandiez. C'est un peu... Ce gavage, effectivement, est tout à fait incompatible avec le désir. De même que, dans la mesure où c'est une économie des pulsions, plutôt qu'une économie du désir, on essaye de répondre non à vos désirs, ce qui sont en fait, et ça Bernard Stiegler en parle assez bien, hein, beaucoup mieux que ce que je peux faire en tout cas, il dit finalement le désir c'est le résultat d'une transformation des pulsions en quelque chose d'un peu plus réfléchi, d'un peu plus construit, d'un peu plus positif, d'un peu plus civilisé aussi. Hein. Or ici, ça se branche directement, quasiment organiquement sur les pulsions. Donc effectivement, c'est plus du tout un univers de désir. De même que ce n'est même plus, c'est plus du tout, c'est un univers sans personne en fait. Il n'y a même plus de personne, donc il n'y a plus de désir, puisque dans la mesure où on considère que pour qu'il y ait des désirs, il faut que les désirs soient portés par des personnes, ou au moins par des corps plus ou moins organiques, même sans éventuellement tous leurs organes, mais quand même quelque chose de vivant, hein, on n'est plus du tout là-dedans. Il n'y a plus personne, c'est-à-dire que ces dispositifs traversent la personne en tant que masque social, persona, hein, on n'a plus à énoncer rien, toutes les réticences qu'on peut avoir à se montrer à autrui, etc., disparaissent complètement, puisque ça traverse toutes les manières qu'on pourrait avoir de s'éditer soi-même pour le public.
Et puis ça congédie la personne au double sens que Rosset expliquait, c'est-à-dire personne en français ça veut dire il y a quelqu'un et ça veut dire aussi il y a personne. Hein. Mais dans ce monde algorithmique, il est impossible de n'être pas présent et il est impossible aussi d'être absent. C'est ça qui est assez particulier. On est constamment, non pas observé, mais nos phéromones numériques sont recueillis constamment. Hein. Donc il est impossible de s'abstraire de ça. Même si vous n'êtes pas branché sur Internet et que vous vous promenez dans la ville, vous nourrissez déjà des capteurs numériques, caméras de vidéosurveillance, des trajectoires avec votre carte Navigo, etc. Vous nourrissez les gros volumes statistiques numériques. Donc il est impossible d'être absent et il est impossible d'être présent aussi en tant que personne. Donc c'est vraiment dans son pli, hein, dans son ambivalence constitutive que la personne est congédiée. Donc c'est vraiment une personnalisation sans personne. C'est quelque chose de... Alors, le réflexe des juristes, c'est de protéger la personne derrière le rempart de la vie privée, derrière la protection des données à caractère personnel, etc. Tout ça, évidemment, se trompe complètement de cible. Ça protège de purs fantômes, si j'ose dire. Hein. L'enjeu n'est pas du tout là. Alors, un aspect, alors là, plus pratique, parce que des effets que ça peut produire sur la vie réelle, et du conservatisme auquel tout cela nous accule, parce que c'est pas une révolution le numérique, hein, c'est exactement l'inverse. C'est la conservation absolue de l'état de fait. Ces nouvelles catégorisations algorithmiques en termes de risques, par exemple, le risque de non-paiement ou opportunité pour l'employeur d'engager quelqu'un qui soit plus performant, qui ait de meilleures perspectives de carrière dans l'entreprise, etc. Pour objectiver ces catégorisations, on s'en remet à des algorithmes qui traitent des big data. Alors, on a l'impression que c'est plus objectif, mais en fait, si on prend en compte le fait que les big data ou les données ne sont que le reflet partiel mais passif de l'état de fait, reflet partiel et passif qui ensuite est rendu amnésique des conditions de sa production, c'est-à-dire que les données numériques, pour pouvoir être traitées sans encourir les foudres de la CNIL ici en France, sans encourir les foudres des juristes de protection des données, les données ont besoin d'être anonymisées, désindexées, c'est-à-dire qu'on les coupe du contexte dans lequel elles ont été produites. Ce qui veut dire que si on se trouve par exemple dans un État ou dans une ville dans laquelle les employeurs ont massivement une préférence pour les employés de sexe masculin, par exemple, ça existe, et leur donnent plus fréquemment des promotions, etc. Ce fait-là va être enregistré sous forme de données. Ensuite, on gomme la provenance, et donc il y a une sorte de naturalisation de cet état de fait. Et lorsque les algorithmes vont traiter automatiquement ces jeux de données en provenance du milieu professionnel et qu'elles vont recommander à un employeur qui veut justement utiliser des algorithmes pour être plus objectif et qui, lui, ne veut pas du tout discriminer contre les femmes, il ne veut pas faire de discrimination même indirecte, il utilise des algorithmes pour objectiver sa décision, eh bien, il va reproduire, bien évidemment, l'état de fait relativement discriminatoire ou défavorable aux femmes. Parce que l'algorithme va lui dire « Ah, mais les hommes sont de fait, accèdent à des fonctions plus à responsabilité, restent plus longtemps employés, etc. » Donc vous voyez, c'est sous prétexte enfin, ça a l'air plus objectif, etc. Ça a l'air moins biaisé que le regard humain et l'évaluation humaine, mais ça ne l'est pas moins. La différence, c'est que ça se soustrait à toute contestabilité, alors que la décision humaine, elle, peut être contestable parce qu'on la sait parcourue de biais, de préjugés, etc. Ici, la prétention à l'exhaustivité, plus la couche d'opacité algorithmique, fait que cette naturalisation de l'état de fait est indétectable. Elle est indétectable aussi parce que même si les algorithmes produisent des effets ou des recommandations qui sont défavorables à certaines catégories de la population, comme ça a été démontré, hein, il y a eu plusieurs études qui l'ont démontré, eh bien, il est très difficile de le prouver.
lorsque vous-même vous postulez pour un emploi et que vous voyez refuser l'emploi ou vous n'êtes même pas convoqué pour un entretien d'embauche, il sera très difficile de prouver que c'est parce que vous êtes une femme ou que vous êtes d'une origine ethnique particulière, etc. Parce que pour faire ces catégorisations impersonnelles et détachées de tout ce qui attache la vie individuelle à des collectifs, eh bien, les algorithmes font des corrélations entre des éléments qui sont très disparates. Comme par exemple le fait que vous fassiez vos courses dans un certain supermarché. Or, dans ce supermarché-là, qui est par exemple le supermarché Très Bon Marché, eh bien, beaucoup de gens d'origine ethnique, telle ou telle origine ethnique, y vont parce que principalement le quartier de la ville où se trouve ce supermarché est principalement habité par des personnes de cette origine ethnique-là. Vous voyez, eh bien, si vous voulez, tous les biais sont déguisés. Il y a ce qu'on appelle en anglais des proxies, mais je ne sais pas quel serait le terme équivalent en français, qui fait que, en gros, si vous voulez, quand on fait du credit scoring, c'est-à-dire l'évaluation du risque de non-remboursement de crédit grâce à des algorithmes, qu'on fait de l'évaluation de perspectives professionnelles, etc., grâce aux algorithmes, eh bien, on naturalise tout à fait un état de fait. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'avais autre chose en tête et il me faudrait un algorithme pour retrouver ce que je voulais. Ça me reviendra peut-être. Voilà. Oui, voilà ce que je voulais dire. Alors, par rapport à Foucault, justement, la particularité, du coup, de ces mauvais risques qui sont détectés par des algorithmes, c'est qu'ils ont en fait une sorte de composante épidémique. Comment cela ? Eh bien, parce qu'on va évaluer qu'une personne a un mauvais risque, non pas en fonction des caractéristiques singulières de son parcours, par exemple, mais en fonction de ses relations avec les objets qui l'entourent, avec les personnes qui l'entourent, avec son quartier, avec ses habitudes. Donc c'est au départ des habitudes, des formes de vie en quelque sorte, qu'on va déceler le risque, par exemple, de non-remboursement de crédit. Si vous habitez certaines communes, par exemple, eh bien, vous n'obtiendrez jamais un crédit, même si vous êtes très riche, que vous avez un bon boulot, mais vous avez le mauvais code postal, dans la mesure où dans cette agglomération-là, je caricature un petit peu, mais dans cette agglomération-là, il y a un grand nombre de personnes qui sont incapables financièrement d'honorer leurs dettes, eh bien, vous n'obtiendrez pas le crédit. Et vous voyez, il y a un caractère un peu épidémique comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui nous replonge longtemps en avant. Donc, à la fois, on a l'impression d'une revitalisation, d'une forme de comportementalisme, mais un comportementalisme numérique, et d'une approche épidémique des risques. Et donc, vous voyez que la très grande individualisation, on va vous faire payer votre coût réel. Hein. Donc, c'est une obsession pour le réel, en fait. C'est une passion pour le réel, cette gouvernementalité algorithmique. Le réel tel quel, qui n'en passe plus par des catégorisations faites par les êtres humains, par des groupements dans lesquels on puisse se reconnaître et à travers lesquels on puisse aussi faire des actions collectives. Hein. Donc, ça dépolitise aussi assez franchement les rapports de force. Ces catégorisations impersonnelles, opaques, implicites, court-circuitent
tout à fait toute possibilité de contestabilité. D'action collective. Et ça paraît une sorte d'hyper-individualisation, mais c'est une hyper-individualisation qui en fait forclôt toute possibilité d'individuation. C'est une sorte de clôture du numérique sur lui-même qui empêche de se relier à d'autres personnes qui font par exemple l'objet de la même catégorisation. Un exemple tout à fait trivial, si vous allez parfois sur la librairie en ligne Amazon, on vous recommande d'acheter tel livre parce que ceux qui ont acheté des livres que vous avez été regardés ou que vous avez lu, que vous avez acheté, ont aussi acheté ce livre ou ont regardé ce livre. Alors vous avez l'impression que c'est très collectif, ça, vous faites enfin partie d'une communauté de lecteurs. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que vous ne connaissez pas du tout, vous n'avez aucun lien avec les personnes qui ont lu comme vous les mêmes livres ou qui ont les mêmes intérêts. Vous ne savez même pas si simplement elles sont tombées sur le livre par hasard. Et donc c'est en quelque sorte... on a affaire à une sorte de multitude sans autre, sans altérité, où il y a une sorte d'enfermement de l'individu qui devient lui-même sa propre référence statistique dans un certain nombre de cas. Alors qu'il a l'impression d'être dans un univers tout à fait relationnel. Mais c'est une relationnalité absolument non habitée, dans la mesure que ce qui est mis en relation, ce ne sont pas des personnes avec d'autres personnes, ce sont des données infrapersonnelles assignifiantes pour la personne même, avec d'autres données infrapersonnelles assignifiantes pour d'autres personnes. Et donc on se retrouve vraiment dans quelque chose d'assez, de tout à fait inhabité en fait. Ce que ça produit comme personne, ça aussi, parce que j'avais dit un peu en introduction que le sujet ne préexiste pas à ses rapports à la gouvernementalité, mais résulte des formes de récalcitrance qu'il peut lui opposer ou au contraire de confirmation qu'il peut lui opposer. Eh bien, ce à quoi on assiste, c'est à une sorte d'hyper-indexation, une indexation absolue des personnes à l'échelle quasiment moléculaire, et potentiellement une mise en concurrence absolument radicale de tous contre tous, mais même pas une mise en concurrence des personnes vis-à-vis d'autres personnes, mais de fragments de personnes vis-à-vis d'autres fragments de personnes. On peut voir les prémices de cela si on regarde le phénomène des analytics, ce qu'on appelle les analyses de trafic sur les blogs, ou encore les évaluations positives ou négatives qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Tout ça est comptabilisé. Vous avez eu autant de j'aime. On m'aime parce que 20 personnes ont aimé mon statut. On ne m'aime pas parce que personne n'a aimé mon statut, etc. Et donc, les gens ont tendance à s'auto-optimiser. Donc, on est vraiment dans une société de l'optimisation, mais de l'optimisation en temps réel, en réponse aux stimuli qui nous viennent du monde numérisé lui-même, et c'est en ça que ça clôture le numérique sur lui-même. Donc, optimisation constante, hyper-concurrence. Et donc, pour sortir de ça, il y a plusieurs voies. Plusieurs voies, non qu'elles soient faciles, ce sont des voies extrêmement difficiles et qui peuvent paraître un peu réactionnaires en fait. La défense du droit, la défense de la représentation, la défense de l'herméneutique, de l'interprétation, mais plus fondamentalement, la défense d'espaces et de lieux dans lesquels le sujet puisse surgir comme sujet. Par exemple, contre la préemption systématique, donc l'anticipation de ce que peuvent les corps, défendre la possibilité de désobéir, comme étant une condition même du fait que nous soyons encore dans un état de droit. Dans la mesure où la désobéissance ouvre précisément des espaces, un espace comme l'espace judiciaire par exemple, espace dans lequel les individus puissent rendre compte d'eux-mêmes. Et rendre compte de soi, c'est quoi? C'est faire en quelque sorte du contre-profilage. J'ai été profilé comme ceci, mais en fait, ce qui me fait agir, c'est autre chose, c'est une autre histoire.
Et rendre compte par soi-même en justice, c'est bien au-delà du vrai et du faux. Il ne s'agit pas de raconter la vérité. Il s'agit peut-être même de fabuler, peu importe. Au-delà du vrai et du faux, mais rendre compte par l'énonciation, c'est une manière de faire bifurquer les normes, d'abord de les rendre explicites. Ce qui m'a fait agir, c'est ceci. Les rendre explicites, les faire bifurquer, et de devenir sujet, de devenir un animal autobiographique, comme dirait Derrida, plutôt que d'être un animal téléguidé à travers ses phéromones numériques. C'est faire du contre-profilage, c'est-à-dire relier dans l'espace et dans le temps des points qui sont dispersés. Quand je raconte une histoire, je fais la même chose, je fais une forme, je dessine une forme aussi, je fais un profil de ce qui m'a fait agir, un profil de ma personnalité, etc. Un autre aspect de sortie, c'est revaloriser l'incertitude comme telle, qui est une valeur sociale. Bon, il y a toutes les théories du contrat social, certaines d'entre elles sont fondées précisément sur l'incertitude. C'est bien parce que nous ne savons pas quel est le destin biologique de chacun d'entre nous que nous acceptons de nous assurer par l'assurance universelle santé, par exemple, soins de santé, ce genre de choses-là. Donc l'incertitude est génératrice de liens et donc de consistance sociale. Et si le droit comme technique a aussi quelque chose à faire là-dedans, c'est que le droit est précisément ce qui permet de transcender tous ces petits liens à travers lesquels nous nous lions les uns aux autres, à travers lesquels nous nous lions aux objets aussi, en leur donnant une forme de consistance et de solidité qui est susceptible de résister à l'éclatement numérique. Donc, quand on nous dit qu'on va remplacer éventuellement bientôt les juges par des robots, c'est quelque chose qui fait assez peur, mais ce sont des perspectives qui sont techniquement réalistes, qui sont éthiquement extrêmement problématiques et qui nient un aspect qui est tout à fait fondamental, c'est que l'objectivité quantitative ne sera jamais synonyme de justice, qu'au contraire, c'est souvent contre l'objectivité quantitative que sont rendus des jugements qu'on peut dire justes. Quand, par exemple, un juge décide ou dit qu'effectivement un assuré n'avait pas à transmettre à son assureur toutes les données indiquant que peut-être il avait le sida ou autre chose, il n'avait pas nécessairement. Cette asymétrie informationnelle, très protectrice de la partie faible, est en quelque sorte, n'est permise que par le droit. Dans la gouvernementalité algorithmique, ce principe de transparence absolue, tout le monde, d'égalité absolue de toutes les parties prenantes, qui fait l'impasse sur le fait que, dans les faits, dans le monde physique, il y a des disparités en termes de pouvoir et de moyens qui sont absolument phénoménales. Tout ça rend absolument nécessaire, je pense, le droit. D'ailleurs, je vais m'y remettre au droit bientôt, peut-être. Enfin, un exemple, l'intérêt du droit ou du gouvernement par le droit relativement au gouvernement par les algorithmes, outre tout ce que j'ai dit précédemment, c'est que le droit est, lui, une dogmatique consciente d'elle-même, consciente d'être une dogmatique, et que c'est la raison pour laquelle il organise lui-même les conditions et les processus de remise en question de ses propres productions. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et cette contestabilité de la norme juridique est précisément une vertu du droit. C'est quelque chose qui fait sauter en l'air mes collègues juristes en général, que la désobéissance soit essentielle à la validité du droit, par exemple, c'est quelque chose qui est un peu... voilà, c'est pas le discours majoritaire, et je vous laisse le critiquer à l'aise si vous voulez. Mais voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant et qu'on peut discuter. Je peux poser quelques questions peut-être? Merci.
Parce que là, bon, jusqu'à la fin, c'est vraiment un discours dystopique que je n'avais pas aperçu avant, même en déjeunant ensemble. Donc je voulais plonger en quelque sorte quelques-unes de mes attaques de tout à l'heure, là. Et je dirais que mon intérêt, mon but, et ce n'est pas tout à fait bien fondé, c'est de réinsérer l'humanité dans ce discours des algorithmes. Parce que je ne pense pas qu'ils disparaissent aussi rapidement que tu le veux. Et on peut commencer par les données brutes, qui sont, selon toi, complètement nues. Donc ils n'ont pas de signification. À partir du moment où il part de nos doigts sur le clavier, ils sont de la signifiance nulle, sans humanité, sans individuation, sans individualité non plus. Et là, je dirais non. Parce que, simplement pour la raison que je sais que je viens de taper, je sais que je viens de lancer quelque chose, et même si je perds, je donne de moi-même le contrôle de ces données brutes, il reste touché par mon identité. Dans mon imaginaire moi-même, peut-être pas dans le système technique, mais je pense que cette connexion à mon expérience de donner de moi-même ces données a une importance dans le système aussi tout à fait technologique. Et de même, d'autres exemples. Les algorithmes ignorent nos préjugés. C'est vrai. De point de vue technologique, tout à fait technologique, il n'y a pas d'analyse morale, éthique des algorithmes, mais en même temps que je sais que je donne de moi-même et de mes préjugés aussi, de mes imperfections, et cette identité morale passe dans la donnée brute nue ou brute, dont se servent des algorithmes. Il y a quelque chose qui reste dans mon esprit. Donc si on considère, si on encadre le rapport entre les êtres humains et les algorithmes du point de vue réflexif, c'est-à-dire prenant en compte ce qui reste, quand les données partent, il y a quelque chose, il y a une autre analyse qui s'en sort, je pense. Alors, merci beaucoup. Je pense que j'ai dû être extrêmement caricaturale dans ma façon d'exposer les choses, parce que parfois c'est tellement compliqué qu'on exagère un petit peu de manière à faire voir. C'est un peu des idéotypes, c'est pour ça que ça paraît un peu dystopique. Mais bon, je ne suis pas du tout... c'est pas, contrairement à l'apparence, peut-être c'est pas un discours tout à fait paranoïaque. Je trouve qu'il y a, surtout pas contre les algorithmes. Les algorithmes, suivant la manière dont ils sont paramétrés, suivant la manière dont on dispose les capteurs, etc., peuvent capter différentes choses. On peut tout faire et tout et n'importe quoi avec les algorithmes. Ça, je voulais insister là-dessus. Alors, sur réinsérer l'humanité. Sur le plan réflexif individuel, je te suis absolument entièrement. Je voudrais juste une précaution encore supplémentaire, c'est quand je parle de gouvernementalité algorithmique, il n'est pas du tout question de dire que cette gouvernementalité algorithmique supprime et remplace tous les autres types de gouvernementalité par le droit, par la discipline, c'est juste un glissement qui vient se surajouter et qui en plus doit interagir avec toutes les autres formes de gouvernementalité qui nous travaillent. Donc oui, il y a une sorte de feuilleté de gouvernementalité. Alors, quant à la donnée brute et la signification. Alors ici, il y a effectivement une sorte de concurrence entre deux aspects. D'une part, le côté machine et de l'autre, le côté humain. Lorsque j'introduis une requête sur Google ou que j'écris un statut sur Facebook ou mes 140 caractères sur Twitter, j'agis suivant une sémiotique signifiante. C'est-à-dire que pour moi, je connais les codes d'intelligibilité de ce que j'écris et je pense savoir plus ou moins à qui je m'adresse. Donc pour moi, ça reste signifiant et je sais que j'ai fait ça et ça me transforme de l'avoir fait dans une certaine mesure.
Donc, effectivement, il y a cet aspect réflexif qui aussi peut faire dire à certains que grâce aux réseaux sociaux, on a pu faire les révolutions arabes, on peut faire du collectif, qu'il y a une démocratie 2.0, etc. Tout ça, c'est le côté très enthousiaste de la chose. Mais derrière, si on se met place du côté technique, du côté machine, les machines fonctionnent sur des sémiotiques insignifiantes, purement quantitatives. Et donc, c'est vrai qu'on est lu par nos amis qui sont sur Facebook d'une certaine manière, etc. Mais c'est pas ça c'était pas vraiment le sujet, ça, de mon exposé. Ça existe, ça aussi, et c'est générateur de liens sociaux dans une certaine mesure, etc. À ce niveau-là. Mais il y a deux épaisseurs, disons, il y a deux niveaux qui, pour l'instant, ne communiquent pas, mais qui devraient pouvoir se mettre en communication, parce que le niveau machine, lui, est insignifiant, enfin, fonctionne sur des sémiotiques insignifiantes, par rapport auxquelles nous perdons les codes d'intelligibilité de ce que nous écrivons, et nous perdons aussi les trajectoires des données que nous émettons, qui sont pour nous même pas nécessairement des données. Mais ma question, c'était plutôt, même au niveau ontologique, est-ce que les machines existent sans qu'existent les êtres humains? Ah, certainement pas. Certainement pas. Et les machines sont fabriquées par les êtres humains, mais nous avons affaire ici à un nouveau type de machine. Je pense que ce sont, par rapport aux outils que nous avons l'habitude de manipuler, qui sont des machines auxquelles nous faisons faire des choses, ici nous avons affaire à des sortes d'entités, je ne sais pas comment ou à des rationalités. Il faut en parler sous forme peut-être de systèmes rationnels qui nous font faire des choses. Donc ce sont des machines que nous avons construites et qui ensuite nous font faire des choses. Et là, c'est nouveau. Donc peut-être qu'on devrait... Mais là, alors, je me risque et je regrette qu'il y ait une caméra, parce que... mais tant pis, hein. Tant pis, hein. C'est pour toujours. Peut-être que... Et ça, j'en discutais avec un ami philosophe qui s'appelle Frédéric Néra, et c'est lui qui m'a glissé cette idée qu'il faudrait peut-être sortir de la dualité sujet-objet pour avoir une approche trivalente, sujet, objet et système réflexif. Parce que ces systèmes algorithmiques sont des systèmes réflexifs. C'est-à-dire qu'ils ont une forme de performativité à rebours. Comme j'expliquais, dès que le monde ne se conforme pas à leurs prédictions ou à leurs prévisions ou à leur visualisation sans regard, eh bien, ils s'adaptent, etc. Donc, et en même temps, ils nous font faire des choses parce que en contrepartie, nous tentons de leur répondre. Ça devient très difficile de leur répondre parce que, précisément, ils ne s'adressent plus à nous. Ils ne s'adressent plus à nos capacités d'entendement et de volonté. Donc on est un peu comme des animaux incapables de répondre à... Et alors... Commentaire, question? Sinon, je pourrais... Oui. Juste une petite question, parce qu'il s'agit de... C'était vous. Cette question de visibilité, donc j'ai dit une petite bêtise, peut-être en disant visibilité, c'est plutôt une métaphore. Mais est-ce qu'on peut parler concrètement, sans métaphore? Est-ce que n'a-t-on pas besoin, pour des algorithmes, d'une sorte de fonction de sensorialité qui n'est pas un simple mécanisme d'absorption de data brute, qui est une espèce de perceptibilité qui ressemble à cette fonction humaine? Que ça passe par une forme de perception. Oui, que c'est... Pour la perception humaine, il y a plusieurs étapes, sans vous faire un cours sur humain. Mais on peut dire que c'est à la fois le prise en compte qu'il y a un objet, que cet objet ait une valeur, un intérêt, et puis le mouvement de l'absorber, d'enregistrer dans le système conceptuel, dans le niveau conceptuel. Et là aussi, c'est ce qu'on appelle perception, ou visibilité, ou vision, ou sensorialité. Et est-ce qu'une machine algorithmique peut se passer de ça? C'est différents niveaux, c'est différentes fonctionnalités de l'intégration des données.
Alors, en fait, j'ai parlé un peu en bloc des algorithmes, comme s'il n'existait qu'une sorte d'algorithme et que c'était quelque chose, un phénomène unifié. Or, les algorithmes sont absolument divers, ils peuvent être paramétrés de façon diverse. Il y a différentes classes d'algorithmes qui font des choses très différentes, qui hiérarchisent, qui catégorisent, qui apparient, qui font des différentes opérations. Alors, suivant les opérations, effectivement, la manière dont les algorithmes entre guillemets, perçoivent le monde, va être, et en rendent une image ou des catégories opérationnelles, vont être tout à fait diverses. Mais ce qu'on pourrait dire, ce qu'il me semble, en réfléchissant tout haut, ce qui me paraît commun à toutes ces classes d'algorithmes, c'est qu'ils ne fonctionnent pas comme l'esprit humain avec la recognition. Le fait de reconnaître des formes qui sont des résidus d'expériences passées, en quelque sorte. Nous avons tous des images, ce que je les appelle des images de la pensée, par exemple, qui contraignent notre perception, hein, qui d'une certaine manière, notre histoire conditionne notre regard, dit-on, mais ça conditionne la façon dont on perçoit les choses. Le monde résonne avec notre psychisme d'une façon chaque fois singulière, en fonction de nos expériences passées, du langage qu'on parle, etc. Les algorithmes ne fonctionnent pas comme ça. Ils sont vierges en quelque sorte, sauf lorsqu'on leur apprend, hein, et ils apprennent. L'apprentissage des algorithmes, c'est précisément la constitution d'images de pensée pour les algorithmes. Ils se constituent progressivement leur stock d'images par rapport auxquelles reconnaître des situations nouvelles. Et ils sont conscients. Ça, alors là, s'ils en sont conscients, je ne pense pas qu'ils en soient conscients. Je pense qu'ils sont capables de revoir, de s'optimiser. Mais la conscience et l'optimisation sont deux choses différentes. Je pense qu'il est possible pour un algorithme de s'optimiser sans avoir du tout conscience qu'il s'optimise. Il fait ce pourquoi, c'est ce que font toutes les machines, il fait ce pourquoi il a été conçu. Et s'il est conçu pour optimiser son fonctionnement et son calcul en fonction de ce qui lui est présenté, en étant borné par certains paramétrages en fonction de l'utilité. Voilà. C'est pas de la conscience, ils sont en possession des informations qui permettent de dire... Voilà. Parce qu'il y a une sorte d'animisme informatique aujourd'hui qui se répand notamment dans les journaux, où la tyrannie de l'algorithme, comme si l'algorithme avait une conscience propre, une intentionnalité, etc. On n'a pas du tout affaire à ça. Et par ailleurs... relativement à la mémoire aussi, c'est intéressant. On a l'impression, on nous dit qu'ils ont une mémoire totale, etc. Mais en fait, les algorithmes sont principalement oublieux et amnésiques d'énormément de choses, notamment tout l'ineffectué. On ne garde des traces que de ce qui a été matériellement, pourrait-on dire, réalisé. Toutes les utopies passées qui ne laissent de traces que dans certaines œuvres d'art, par exemple, ou les rêves, ou les projets que nous avons, ça c'est du non numérisable. Donc c'est une mémoire très restreinte. Très bien. Donc on s'arrête, il y a un cours qui nous attend. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Parler. Merci à vous.